Quand je me suis effondré au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. À la place, ma sœur m'a identifié sur une photo. Quand je me suis effondré au travail, les médecins ont appelé ma femme. Elle n'est jamais venue. À la place, la sœur de ma femme m'a identifié sur une photo. Journée en famille sans les drames. Je n'ai rien dit. Des jours plus tard, toujours faible et branché à des machines, j'ai vu 44 appels manqués et un SMS de ma femme et de son père. On a besoin de toi. Réponds immédiatement sans réfléchir. Vous savez ce qui est drôle avec la mort? C'est qu'elle se contrefiche de votre présentation PowerPoint ou de savoir si vous avez atteint vos objectifs trimestriels. Lundi matin, 10h47 pour être exact. Ouais, je m'en souviens parce que l'horloge numérique sur le mur de la salle de conférence a été la dernière chose que j'ai vue avant que mon corps ne décide d'organiser une rébellion à grande échelle, juste là, devant mon patron et la moitié du service marketing. 1 minute, je passais la diapositive 17 sur les stratégies d'optimisation des revenus du 3e trimestre du contenu passionnant, vraiment, et la minute suivante, j'ai eu l'impression que quelqu'un utilisait ma cage thoracique comme un sac de frappe tout en enroulant un piton autour de mes poumons. Ma tête s'est mise à tourner comme si je venais de descendre une bouteille de tequila cul sec dans une soirée étudiante, sauf que le plaisir qui précède habituellement ce genre de vertige était absent. Johnson, ça va? C'était Peterson de la compta. Probablement plus inquiet de rater sa pause déjeuner que de ma disparition imminente. Vraiment touchant, Pete. J'ai essayé de répondre, d'avoir l'air cool, comme si je faisais juste une réaction allergique à nos affiches de motivation au bureau, mais ma voix est sortie comme un sifflement étrange, semblable à un ballon qui se dégonfle. Puis le sol, cette horrible moquette beige dont on se plaignait tous depuis 3 ans, s'est soudainement précipité pour rencontrer mon visage avec l'enthousiasme d'un golden retriever. Le noir complet. Quand j'ai repris connaissance, je fixais ces horribles néons d'hôpital qui donnent à tout le monde l'air de figurant dans un film de zombies. Vous savez, ceux qui clignotent juste assez pour vous faire douter de votre santé mentale et qui projettent des ombres à rendre jaloux un directeur de pompe funèbre. J'avais l'impression que quelqu'un avait garé une petite voiture sur ma poitrine, et j'étais relié à plus de fils qu'un modèle d'exposition chez Darty. Content de vous revoir parmi nous, a dit une infirmière aux yeux bienveillants, vêtue d'une blouse couverte de chats de dessins animés. Parce que rien ne dit, soins médicaux professionnels, comme Hello Kitty, n'est-ce pas? Vous nous avez fait une belle frayeur, Anne. Vous avez de la chance d'être ici. De la chance? Ouais, c'est exactement ce que je ressentais, allongé là, ressemblant à un sapin de Noël humain avec tous ses fils de moniteurs. Une vraie bénédiction. Puis est arrivé le docteur Martinez, où était ce Gonzalez? Bon sang, mon cerveau faisait encore des saltos. Appelons-le simplement docteur visage sérieux. Ce type avait ce regard que les médecins perfectionnent à la faculté de médecine, celui qui dit « Je suis sur le point de vous annoncer une nouvelle qui fera paraître vos primes d'assurance comme de l'argent de poche. Monsieur Johnson, vous avez souffert de ce que nous appelons un événement cardiaque, a-t-il dit, consultant son presse-papier comme s'il contenait les secrets de l'univers. Un événement sérieux. Votre cœur a essentiellement dit non et a pris des vacances imprévues. Un événement cardiaque. J'adore la terminologie médicale. On dirait que votre cœur a organisé une fête surprise au lieu de presque vous tuer. Mais j'ai reçu le message 5 sur 5. J'avais eu une crise cardiaque à 34 ans, ce qui est à peu près aussi attrayant que de découvrir que votre restaurant préféré sert des hamburgers de rat. Nous avons contacté votre personne à contacter en cas d'urgence, a poursuivi le docteur visage sérieux. Votre femme, Clara. Elle devrait arriver bientôt. Devrait arriver. Ces 2 mots flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Clara devrait être là. Ma femme depuis 6 ans, la femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé. Vous vous souvenez de cette petite perle des vœux de mariage? Elle devrait se précipiter à travers ces portes d'hôpital en ce moment même, probablement en pleurant et en serrant un ours en peluche ou des fleurs qu'elle aurait attrapées à la boutique de cadeaux. Mais voilà le problème avec « devrait ». C'est à peu près aussi fiable qu'une théière en chocolat. Première nuit, rien. Pas de Clara faisant irruption par la porte. Pas d'appel téléphonique frénétique pour prendre des nouvelles. Juste moi, les machines qui bipent et une rotation régulière d'infirmières qui vérifiaient si j'avais besoin de quelque chose. Ouais, j'avais besoin de quelque chose, c'est sûr. J'avais besoin que ma femme en ait quelque chose à faire que j'ai failli quitter ce bas monde.
Je n'arrêtais pas de fixer mon téléphone comme un adolescent transi d'amour, le suppliant de vibrer pour un SMS, un appel. Merde, même un pigeon voyageur aurait été quelque chose. L'écran est resté aussi mort que mon mariage, apparemment. Le deuxième jour est arrivé et toujours aucun signe de Clara. Le jeune médecin, le docteur Ruiz selon son badge, me tapotait le bras avec cette sympathie de convention qu'on leur apprend en cours de « Relations aux patients 101 ». « Reposez-vous, monsieur Johnson », disait-il. Quelqu'un devrait arriver bientôt. Quelqu'un devrait arriver bientôt. Voilà encore ce mot, devrait. Ça commençait à ressembler à une blague cruelle, comme s'attendre à ce que son GPS fonctionne dans un tunnel ou croire que les politiciens pensent vraiment ce qu'ils disent pendant la campagne électorale. Les infirmières essayaient d'être encourageantes. Le trafic est probablement dense, a suggéré celle avec la blouse à chat. Peut-être qu'elle est coincée au travail, a offert une autre. Bien sûr, parce que rien ne dit, épouse aimante, comme de donner la priorité aux feuilles de calcul plutôt qu'à l'incident coronarien de son mari. J'ai passé ces 2 premiers jours dans un étrange brouillard mental. En partie à cause des médicaments, et en partie à cause de la réalisation écrasante que la personne qui était censée se soucier le plus de savoir si je vivais ou mourais avait apparemment décidé que je ne valais pas l'essence pour venir à l'hôpital. Les autres patients de mon étage, eux et ouais, les murs d'un hôpital sont aussi insonorisés que du papier de soie avaient constamment des visiteurs. La chambre 314 avait tellement de fleurs qu'on aurait dit qu'une entreprise de pompes funèbres y avait explosé. La famille de la chambre 318 avait apporté assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Moi, je me suis familiarisé avec toutes les rediffusions du Juste Prix et je suis devenu le meilleur ami du distributeur automatique au bout du couloir. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché. Ce n'était même pas de la colère que je ressentais. On pourrait penser que je serais furieux, n'est-ce pas? Prêt à jeter mon pot de gelée contre le mur et à exiger des réponses. Au lieu de ça, je ressentais cette étrange torpeur creuse, comme si quelqu'un avait vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour le remplacer par du coton. C'est peut-être ce qui se passe quand la personne qui est censée vous aimer inconditionnellement prouve que son amour est assorti de plus de conditions qu'un contrat de téléphonie mobile. Peut-être que votre cerveau éteint simplement le centre de la déception pour éviter une panne complète du système. À la fin du 2e jour, j'avais cessé de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'avais cessé de trouver des excuses à Clara dans ma tête. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. Et vous savez quoi? C'était peut-être la première chose saine que je faisais depuis des années. Les machines continuaient de biper, surveillant mes signes vitaux, s'assurant que mon cœur continuait de faire son travail, malgré le fait qu'il avait apparemment de meilleurs instincts sur mon mariage que mon cerveau. Un organe intelligent, le cœur. Dommage que je ne l'ai pas écouté plus tôt. Mais ça allait changer. 3e jour à l'hôtel hôpital Allo, et je commence à me sentir comme Tom Hanks dans ce film où il est coincé sur une île. Sauf qu'au lieu d'un ballon de volley nommé Wilson, j'ai un moniteur cardiaque qui bip chaque fois que je pense à la manière spectaculaire dont ma femme a échoué au test de décence humaine la plus élémentaire. Je suis allongé là, à compter les dalles du plafond comme une sorte de mathématicien dément. Il y en a 247, au cas où vous vous poseriez la question, quand mon téléphone décide enfin de faire du bruit. Pendant une demi-seconde, mon stupide cœur optimiste fait ce petit battement plein d'espoir qui a probablement été enregistré par toutes les machines auxquelles je suis branché. Peut-être que c'est Clara. Peut-être qu'elle a eu un accident elle-même. Ou que son téléphone n'avait plus de batterie. Ou qu'elle a été piégée sous quelque chose de lourd et vient tout juste de réussir à ramper en sécurité. Vous savez, tous ces scénarios ridicules que votre cerveau invente quand quelqu'un que vous aimez agit comme si vous étiez soudainement devenu invisible. Mais non. Oh que non. C'est Instagram. Parce que bien sûr que ça l'est. À une époque où les gens documentent leur petit déjeuner comme s'ils étaient candidats à une élection, pourquoi une petite chose comme un membre de leur famille qui manque de mourir interromprait leur programme sur les réseaux sociaux? La notification dit « Felicity Jones vous a identifié sur une photo ». Felicity, c'est la petite sœur de Clara, celle qui pense que, influenceuse, est un vrai métier et que prendre des photos de son toast à l'avocat constitue une contribution à la société. Elle a à peu près autant de profondeur qu'une flaque d'eau en août. Mais bon, au moins, elle est cohérente. Je tapote la notification avec cette curiosité morbide qu'on ressent en passant devant un accident de voiture. On sait que ça va être moche, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et la voilà, dans toute sa splendeur filtrée et teintée de Valencia.
Un parfait petit tableau de famille qui semble tout droit sorti d'une publicité de Noël. Il y a Felicity, ses cheveux blonds captant la lumière juste comme il faut, portant une de ces robes d'été fluide qui a probablement coûté plus cher que ma mensualité de voiture. À côté d'elle, Clara, ma femme. Vous vous souvenez d'elle? Rayonnante et insouciante, d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Mais attendez, il y a plus. Car debout derrière elle, comme une sorte de statue patriarcale de banlieue, se trouvent les parents de Clara, Robert et Margaret. Robert a son bras autour de Margaret. Tous deux rayonnent d'une joie qu'on attendrait de gens qui viennent de gagner au loto, pas de gens dont le gendre est en train de jouer les coussins à épingles humains dans l'unité de soins cardiaques. Le cadre est parfait, lui aussi, parce que bien sûr qu'il l'est. Ils sont au lac Clearwater, à environ 2 heures au nord de la ville. L'endroit où Clara et moi avons eu notre premier pique-nique d'anniversaire de mariage. Tu te souviens de ça, chérie? Quand on faisait encore semblant de s'apprécier. Il y a une couverture à carreaux rouges étendue sur l'herbe. Un panier en osier qui vient probablement d'une boutique qui facture 50 € pour un charme rustique, et assez de sandwichs gourmets et de boissons artisanales pour nourrir un petit pays européen. La légende. Oh, la légende, c'est là que Felicity montre vraiment ses vraies couleurs, dans son mélange caractéristique d'esthétique de fille basique et de cruauté désinvolte. Elle a écrit « Journée en famille sans les drames cœur rouge étincelle parfois, il faut s'entourer de gens qui vous élèvent. » Béni tempe sans famille sans filtre vieux du lac sans drame, mais voici le vrai coup de grâce. La chose qui me donne envie d'arracher ces fils de moniteur cardiaque et de les utiliser pour étrangler quelqu'un. Ils m'ont effectivement identifié dans ce monument à leur sociopathie collective. Comme s'ils voulaient que je le voie. Comme s'ils voulaient que je sache que pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, me demandant si mon cœur allait rendre l'âme pour de bon, ils étaient là-bas, à vivre leur meilleure vie, sans que l'inconvénient de ma quasi-mort ne vienne gâcher leur style. Je fixe ce doigt d'honneur numérique pendant 5 bonnes minutes, mon cerveau essayant de traiter ce que je suis en train de regarder. L'horodatage indique que la photo a été publiée il y a environ 2 heures, ce qui signifie qu'ils étaient là-bas, à avoir leur petite session de rapprochement familial, à peu près au moment où le docteur Ruiz m'expliquait que je devrais faire des changements de mode de vie significatifs si je voulais voir mes 40 ans. La section des commentaires est exactement ce à quoi on peut s'attendre de la part des abonnés de Felicity, un défilé d'émojis avec des cœurs dans les yeux, de « squad goal » et de « vous êtes trop mignon », parce que rien ne dit « mignon », comme d'abandonner un membre de sa famille dans le besoin pour aller faire une séance photo au bord d'un lac. Mais ensuite, je descends un peu plus bas et je vois quelque chose qui fait grimper ma tension artérielle si haut que je suis surpris que ça ne déclenche pas toutes les alarmes de l'unité de soins intensifs. Une des cousines de Clara, je crois que c'est Jessica ou peut-être Jennifer, un de ces prénoms en J qui se ressemblent tous, a commenté « Où est Johnson ?» Larmes de joie, et Felicity, la douce et attentionnée Felicity, a répondu avec un emoji qui pleure de rire et les mots « Il prend du temps pour travailler sur lui-même biceps pliés ». On soutient son parcours, personne avec les mains jointes, mon parcours. Mon foutu parcours. Comme si j'avais choisi d'avoir une crise cardiaque. Comme si j'avais décidé, tiens, qu'est-ce qui serait amusant? Et si je frôlais la mort un lundi matin pour voir si quelqu'un en a quelque chose à foutre? Je fais une capture d'écran de tout ça, parce qu'à ce stade, je collecte des preuves comme si je montais un dossier. Bien que je ne sois pas sûr du type de dossier que l'on peut monter contre des gens pour être des ordures humaines sans cœur. Existe-t-il un tribunal pour les crimes contre la décence la plus élémentaire? Peut-on poursuivre quelqu'un pour être un sociopathe avec un smartphone? Le pire, et il y a tellement de pires aspects parmi lesquels choisir, c'est comme un plateau de dégustation de l'horreur, c'est que je peux imaginer exactement comment ça s'est passé. Clara a probablement reçu l'appel de l'hôpital alors qu'elle se préparait pour aller au travail. Peut-être qu'elle a fait une pause de 30 secondes, se demandant si elle devait venir voir son mari qui venait d'avoir un accident cardiaque. Puis Felicity a probablement appelé avec une crise quelconque concernant sa boutique ou sa dernière stratégie sur les réseaux sociaux. Et soudainement, mon urgence médicale est devenue ce dos d'âne gênant dans la planification de leur journée de plaisir en famille. Je peux entendre la conversation d'ici. Oh mon Dieu, Clara, on ne peut pas annuler notre journée au lac parce que Johnson a eu une sorte d'épisode. Il va probablement bien. Tu sais comme il est dramatique. En plus, c'est la lumière parfaite pour mon feed. Et Margaret a apporté ses jolis bocaux maçon vintage. Et Clara, ma chère épouse Clara, a probablement hoché la tête, parce que, Dieu nous en préserve, elle ne manquerait pour rien au monde de faire partie de la dernière tentative de Felicity pour devenir célèbre sur Instagram.
Parce que c'est ce qui compte vraiment ici. S'assurer que la marque familiale reste forte pendant que le vrai membre de la famille dépérit dans un lit d'hôpital. La douleur dans ma poitrine n'est plus seulement due à la crise cardiaque. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui fait que la douleur physique ressemble à une coupure de papier comparée à la prise de conscience que les gens que je croyais m'aimer m'ont traité comme un personnage secondaire optionnel dans leur vie. Je pose mon téléphone et je regarde à nouveau ces dalles de plafond, mais cette fois, je ne les compte pas. Je pense à la façon dont, parfois, l'univers a une drôle de manière de vous montrer exactement où vous vous situez avec les gens. Parfois, il faut frôler la mort pour réaliser que pour certaines personnes, vous n'avez de toute façon jamais vraiment vécu dans leur monde. Quelque chose en moi change ce jour-là. Ne se brise pas. Se briser serait trop dramatique, trop soudain. C'est plus comme si quelque chose s'éteignait simplement, silencieusement, de façon permanente. 4 jours après mon séjour involontaire à l'hôpital St. Marie pour les brisés émotionnels et physiques, je m'étais installé dans ce que le personnel appelait probablement l'acceptation, mais que je préférais considérer comme une torpeur stratégique. Vous savez, ce sentiment quand on a reçu tellement de coups dans le ventre que le corps arrête simplement d'enregistrer la douleur? Ouais, c'est là que je vivais maintenant. Dans le doux pays de l'anesthésie émotionnelle où les publications Instagram sur les pique-niques familiaux et les épouses absentes ne pouvaient pas m'atteindre parce que j'avais officiellement épuisé mon stock de choses à foutre. Je m'étais lié d'amitié avec Roré, le concierge de nuit qui parlait un anglais approximatif mais avait un doctorat en lecture des conneries des gens. Il avait jeté un seul regard à ma chambre sans visiteur et avait commencé à m'apporter du café décent de la salle de pause du personnel au lieu de cette pisse diluée qu'il servait aux patients. On ne parlait pas beaucoup, barrière de la langue oblige, mais parfois la meilleure thérapie est simplement d'avoir quelqu'un qui reconnaît que votre situation craint sans essayer de la réparer ou de l'expliquer. Le docteur Ruiz avait aussi commencé à passer me voir plus fréquemment. Probablement parce qu'il avait remarqué que ma personne à contacter en cas d'urgence était à peu près aussi fiable qu'une théière en chocolat. Il avait commencé à poser des questions prudentes sur mon système de soutien à la maison, ce qui est le jargon médical pour « pourquoi diable personne ne rend visite à ce pauvre bougre ?» J'étais devenu assez bon pour dévier ces conversations avec des blagues sur le fait d'être un papillon social qui préférait simplement passer du temps seul. Des trucs très convaincants. Mais ensuite, mon téléphone a décidé de piquer une putain de crise d'épilepsie. J'étais à moitié endormi, dérivant dans cette étrange zone crépusculaire de l'hôpital où la morphine donne l'impression que vous regardez votre vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, quand la vibration a commencé. Pas une ou deux vibrations, mais cette vibration incessante et furieuse qui ressemblait à une guêpe enragée piégée dans un bocal. Au début, j'ai cru que c'était une des machines qui fonctionnait mal. Ce ne serait pas la première fois qu'un équipement médical décidait de piquer une crise alors que j'y étais connecté. Mais non, c'était mon téléphone qui s'illuminait comme un sapin de Noël à Times Square, sauf qu'au lieu de répandre la joie des fêtes, il diffusait ce qui ressemblait à une crise de panique à grande échelle en provenance de l'indicatif régional 847. 44 appels manqués. 44. Je les ai comptés 2 fois parce que ça ne pouvait sûrement pas être juste. Qui diable appelle quelqu'un 44 fois en l'espace de 2 heures? La réponse, apparemment, était ma femme aimante et son cher vieux père, Robert. Vous savez, les mêmes personnes qui avaient été trop occupées à faire des pique-niques au bord du lac pour vérifier si je respirais encore au cours des 4 derniers jours. Mais maintenant, apparemment, ils avaient besoin de moi avec l'urgence d'une équipe du SWAT répondant à une prise d'otage. Les appels avaient commencé vers 14 heures et n'avaient cessé d'arriver, comme une sorte de tsunami numérique. Clara, Robert, Clara, Robert, Clara encore. Un parfait match de ping-pong de désespoir rebondissant entre les 2 personnes qui venaient apparemment de se souvenir de mon existence. Le journal d'appel se lisait comme un film d'horreur où les appels proviennent de l'intérieur de la maison. Sauf que dans ce cas, ils provenaient de l'intérieur de mon mariage, et ils avaient environ 4 jours de putain de retard. Puis est arrivé le SMS. Pas des SMS, au pluriel, comme des êtres humains normaux enverraient quand ils essaient de joindre quelqu'un. Juste un seul message, parfaitement conçu, qui réussissait à tout dire et rien à la fois. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. C'était tout. Pas de « comment te sens-tu » Pas de « désolé de ne pas avoir donné de nouvelles » Pas de « j'espère que tu n'es pas mort dans un fossé quelque part » Juste une exigence, formulée sur le ton que vous utiliseriez pour rappeler un chien qui s'est trop éloigné de la cour. On a besoin de toi. Réponds immédiatement.
Comme si j'étais une sorte de hotline de service client qu'ils pouvaient appeler quand leur vie ne fonctionnait pas comme ils le voulaient. Et voici la belle ironie, il venait des deux. Un SMS de groupe de Clara et Robert, car apparemment ils avaient coordonné cette petite intervention comme s'ils planifiaient une opération militaire. Ils se sont probablement assis autour de cette même table de pique-nique où ils célébraient leur temps en famille sans drame et ont décidé que peut-être, juste peut-être, ils avaient besoin de remettre leur distributeur de billets personnels en ligne. J'ai fixé ce message pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'était probablement que 5 minutes. L'audace était presque impressionnante. 4 jours de silence radio pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital à me demander si mon cœur allait rendre l'âme pour de bon. Et maintenant, il me frappait avec un « on a besoin de toi », comme si c'était moi le connard de ne pas être disponible. Comme si j'avais filtré leurs appels pendant qu'on m'ouvrait la poitrine et que mes artères étaient inspectées par des gens diplômés en médecine. Ce qui est drôle et par drôle, j'entends d'une ironie à vous briser l'âme, c'est le calme que j'ai ressenti en le lisant. On pourrait penser que 44 appels manqués de votre femme feraient grimper votre rythme cardiaque en flèche, surtout quand le dit cœur avait récemment tenté de démissionner. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti un étrange détachement, presque zen, comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre, regardant le mariage d'un autre pauvre type imploser en temps réel. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis probablement 5 ans. Mon grand-père, Elias. Le père de ma mère. Celui qui m'a appris à pêcher et à repérer les conneries à des kilomètres à la ronde. Bien qu'il se retournerait probablement dans sa tombe s'il savait à quel point j'avais oublié cette deuxième leçon. Il avait été la seule personne de ma famille à ne jamais rien me demander. À ne jamais me faire sentir que ma valeur était liée à ce que je pouvais fournir, réparer ou payer. Je ne l'avais pas appelé depuis. Bon sang, quand était-ce la dernière fois? Peut-être à Noël il y a 2 ans. Clara avait toujours trouvé des excuses pour ne pas lui rendre visite. Trop loin, pas assez de temps. Il vivait dans ce minuscule appartement qui sentait les vieux livrer le tabac à pipe. Elle plissait le nez chaque fois que je le mentionnais, comme s'il était une relique embarrassante de mon passé qu'elle préférait garder enterré. Mais assis là, dans ce lit d'hôpital, fixant 44 appels manqués et un SMS qui me traitait comme un appareil défectueux, je me suis retrouvé à faire défiler mes contacts jusqu'à trouver son numéro. Elias Morrison. Listé juste là, entre plombier d'urgence et Franck de la compta, comme s'il n'était qu'un autre fournisseur de services au lieu de la seule personne qui m'ait jamais aimé sans rien attendre en retour. Mes mains tremblaient, et cette fois ce n'était pas à cause des médicaments. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis, comme une sorte de miracle dans un monde qui en manquait cruellement ces derniers temps, j'ai entendu sa voix. Allô? Le même ton rauque dont je me souvenais, comme s'il fumait des cigarettes et buvait du whisky depuis l'administration Carter, ce qui était probablement le cas. Papy, ma voix s'est brisée comme si j'avais de nouveau 13 ans, l'appelant après m'être fait tabasser à l'école. C'est moi. C'est ton petit-fils. Il y a eu une pause, et pendant 1 seconde, j'ai pensé qu'il ne se souvenait peut-être pas de moi. Peut-être que trop de temps avait passé. Peut-être que j'avais brûlé ce pont aussi, quand j'avais laissé Clara me convaincre que les obligations familiales n'étaient qu'une autre forme de drame à éviter. Mais ensuite il a dit, quel hôpital? Juste comme ça. Pas de questions sur la raison de mon appel après des années de silence. Pas d'exigence d'explication ou d'excuses. Juste, quel hôpital? Comme s'il avait attendu près du téléphone exactement pour cet appel. Comme s'il avait su, d'une manière ou d'une autre, que j'aurais finalement besoin de quelqu'un qui se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Et en moins d'1 heure, une putain d'heure, comparé à 4 jours de néant de la part de ma femme, il était là. Quand Elias est entré dans ma chambre d'hôpital, c'était comme voir un homme sortir d'une machine à remonter le temps, d'une époque où les gens en avaient encore quelque chose à foutre les uns des autres. Il portait la même vieille veste en cuir marron dont je me souvenais de mon enfance, celle qui lui avait probablement coûté 1 semaine de salaire en 1987 mais qui avait survécu à 3 décennies d'hiver à Chicago. Ses chaussures étaient usées mais cirées, le genre de chaussures de ville que les gars de la classe ouvrière portaient à l'église le dimanche et aux entretiens d'embauche le lundi. Tout en lui criait, vieille école, de la meilleure façon possible. La première chose qu'il a faite a été de me regarder droit dans les yeux. Pas les machines, pas les dossiers suspendus au pied de mon lit, mais directement moi, comme pour vérifier que j'étais toujours là quelque part, sous tout l'équipement médical et les décombres émotionnels. Puis il a tiré cette chaise en plastique inconfortable dont chaque chambre d'hôpital est équipée et s'est assis comme s'il avait tout le temps du monde. Tu as une sale gueule,
a-t-il dit, ce qui était probablement la chose la plus honnête que quelqu'un m'ait dite depuis des jours. Pas d'enrobage, pas de fausse gaieté, juste une évaluation franche de quelqu'un qui avait vu assez de la vie pour savoir que parfois les gens ont une sale gueule parce qu'ils se sentent comme de la merde. Merci, papy. Tu sais vraiment comment remonter le moral d'un gars après son expérience de mort imminente. Il a eu un petit rire sec et rauque qui me rappelait les feuilles d'automne qui craquent sous les pieds. Fils, si tu voulais quelqu'un pour te passer de la pommade, tu aurais dû appeler ta femme. Aïe. Mais aussi, argument valable. Ce qui s'est passé ensuite était un exemple parfait de l'efficacité d'Elias Morrison. Alors que j'étais allongé là depuis 4 jours à m'apitoyer sur mon sort et à compter les dalles du plafond, il a passé exactement 30 minutes à poser les bonnes questions, celles que les médecins auraient dû entendre de la part de ma femme. Quels étaient mes symptômes avant la crise? Avais-je été soumis à un stress inhabituel? Est-ce que je prenais des médicaments qu'il devait connaître? Quels étaient mes antécédents médicaux familiaux? Vous savez, des conneries de base qui pourraient être pertinentes quand le cœur de quelqu'un décide d'organiser une révolte. Mais voici le clou du spectacle, Clara aurait été incapable de répondre à aucune de ces questions. Elle ne savait pas que mon père était mort d'une crise cardiaque à 52 ans. Elle ne savait pas que j'avais des douleurs thoraciques depuis des semaines mais que j'avais été trop occupé à couvrir le loyer de la boutique de sa sœur pour voir un médecin. Elle ne savait même pas à quel médicament j'étais allergique, ce qui est une information plutôt importante quand on vous injecte des médicaments cardiaques. Mais Elias, lui, savait. Il avait été attentif pendant 34 ans pendant que tout le monde me traitait comme une carte de crédit ambulante. Puis il s'est excusé discrètement et est revenu 1 heure plus tard avec des papiers. Il s'est avéré que mon assurance jouait le jeu classique du « refusons la couverture et espérons que ce pauvre bougre meure avant de pouvoir faire appel », pour un test que le cardiologue voulait faire. Procédure opératoire standard pour les soins de santé américains, retarder, refuser, dévier et prier pour que le problème se résolve de manière permanente. Elias ne s'est pas disputé avec eux, n'a pas menacé d'appeler des avocats ou de faire une scène comme Clara l'aurait probablement fait. Il a simplement sorti son chéquier, un vrai chéquier en papier, parce que cet homme tenait encore ses comptes à la main comme un être humain civilisé et a fait un chèque pour le montant total. Juste comme ça. Problème résolu. Papy, tu ne peux pas, je peux. Et je l'ai fait. Tais-toi et laisse-les faire le test. Mais ce n'était même pas la vraie bombe. Oh non. L'univers ne faisait que s'échauffer. Après le départ des infirmières et que nous ayons eu un peu d'intimité, Elias a sorti sa tablette car malgré ses 74 ans, l'homme était plus doué en technologie que la moitié des milléniaux avec qui je travaillais et a prononcé ces 4 mots qui allaient tout changer, jetons un œil à tes finances. Maintenant, je pensais savoir où allait mon argent. Je gagnais un salaire décent, vivais dans une belle maison, conduisais une voiture fiable. Bien sûr, les fins de mois étaient parfois difficiles, mais c'est la vie moderne, non? Tout le monde est fauché. Tout le monde est stressé. Tout le monde est à une urgence médicale près de la ruine financière. C'est le rêve américain, bébé. Faux. Tellement foutrement faux que ce n'était même pas drôle. Elias avait, d'une manière ou d'une autre et je ne sais toujours pas comment il a réussi cela sans accès à mes comptes cartographiés chaque fil financier me reliant à la famille de Clara. C'était comme assister à une autopsie de votre compte en banque, sauf qu'au lieu de trouver la cause du décès, ils ont trouvé la cause d'une hémorragie lente et méthodique. 5 comptes. 5 comptes distincts que j'avais en quelque sorte oubliés ou auxquels je n'avais jamais vraiment prêté attention, tous liés à mon nom, tous alimentant divers membres de la famille Martinez, comme une sorte de perfusion financière. Le compte courant personnel de Clara, sur lequel je m'étais ajouté pour les urgences, et qu'elle utilisait pour son habitude quotidienne de Starbucks et ses virées chez Target. Le compte professionnel de la boutique de Felicity, pour lequel j'avais co-signé, juste le temps qu'elle se lance, il y a 3 ans. Une ligne de crédit pour les projets de rénovation perpétuellement ratés de Robert. Et même une putain de police d'assurance auto qui couvrait la voiture de Clara, la voiture de Felicity et l'ancienne Honda de Margaret. Jésus-Christ, ai-je murmuré, fixant les chiffres sur l'écran de sa tablette. Comment ai-je pu ne pas savoir tout ça? Parce qu'ils se sont assurés que tu ne le saches pas, a dit Elias d'un ton neutre. Regarde ici. Le loyer de la boutique de Felicity est automatiquement déduit de ton compte professionnel le 15 de chaque mois. C'est comme ça depuis 3 ans. Tu as payé pour qu'elle joue à la marchande pendant qu'elle postait des photos sur Instagram en se vantant d'être une girl boss entrepreneur. Rien que le loyer, c'était $1,500 par mois.
$1 500 par mois pendant 3 ans. C'était $54 000 que j'avais investi sans le savoir dans l'illusion de ma belle-sœur qu'elle était la prochaine grande star des foulards hors de prix et des bijoux de motivation. Mais attendez, il y a plus. L'assurance auto de Clara, que je pensais être d'environ $200 par mois, couvrait en réalité 3 véhicules parce que, la famille s'entraide, et j'étais apparemment le distributeur de billets familial désigné. L'hypothèque de Robert avait été en défaut de paiement 2 fois au cours de la dernière année, et les 2 fois, des paiements mystères, étaient apparus depuis des comptes liés à mon nom, sauvant leur parfaite maison de banlieue de la saisie. Putain de merde, ai-je dit, faisant défiler transaction après transaction. Je les ai tous portés. Pendant tout ce temps, j'ai payé pour tout leur style de vie. Elias s'est adossé à sa chaise et a soupiré. Le genre de soupir profond et las qui vient de voir quelqu'un que vous aimez enfin se réveiller à la réalité. Fils, il ne t'aime pas. Il t'utilise. 6 mots. 6 mots simples qui ont tranché à travers 8 ans de mariage. 8 ans à essayer d'être le bon mari, le soutien de famille fiable, le gars qui ne se plaignait jamais quand l'argent se faisait rare parce qu'il était trop occupé à s'assurer que tout le monde était à l'aise. Il ne t'aime pas, il t'utilise. Et assis là, dans ce lit d'hôpital, entouré de machines qui suivaient mon cœur brisé, j'ai finalement compris pourquoi il avait tenté de démissionner. Ce n'était pas le stress du travail, les longues heures ou la politique d'entreprise de merde. C'était la lente et constante prise de conscience que j'avais vécue toute ma vie d'adulte comme le plan financier de quelqu'un d'autre, l'option de secours de quelqu'un d'autre, le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas un mari pour Clara. Je n'étais pas un beau-frère pour Felicity. Je n'étais pas un gendre pour Robert et Margaret. J'étais un portefeuille ambulant avec un pouls, et apparemment même pas un pouls très fiable. Cette nuit-là, pendant que les infirmières faisaient leur ronde et que les machines émettaient leurs berceuses électroniques, Elias et moi avons commencé à couper les cordons, un par un, compte par compte, prélèvement automatique par prélèvement automatique. C'était comme pratiquer une chirurgie sur ma propre vie financière. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Si vous avez déjà voulu voir ce qui se passe quand on coupe le soutien financier vital à une famille de parasites professionnels, laissez-moi vous dire que c'est comme regarder un documentaire animalier sur ce qui se passe quand le point d'eau s'assèche au milieu de la savane. Sauf qu'au lieu de gracieuses gazelles migrant vers des pâturages plus verts, vous avez une bande de grands adultes qui pètent les plombs en public parce que leur distributeur de billets personnels s'est soudainement découvert une colonne vertébrale. La réaction a été si immédiate qu'on aurait dit que j'avais fait exploser une bombe nucléaire dans leur vie de banlieue parfaitement organisée. Je parle de moins de 24 heures après qu'Elias et moi ayons commencé à annuler les prélèvements automatiques et à fermer les comptes. Et mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël sous stéroïdes. Mais cette fois, au lieu de ressentir cette anxiété familière lorsque le nom de Clara apparaissait sur mon écran, j'ai ressenti quelque chose qui était soit l'illumination, soit les effets persistants des médicaments cardiaques. Quoi qu'il en soit, c'était libérateur au possible. Le message vocal de Clara est arrivé en premier, et oh là là, c'était un chef-d'œuvre d'indignation pleine de suffisance, enveloppé dans cette fausse voix d'épouse inquiète qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Vous savez, ce ton, celui qui donne l'impression qu'elle s'adresse à un enfant particulièrement lent qui vient de colorier en dehors des lignes pour la 100e fois. Je ne sais pas à quel genre de jeu tu penses jouer, a-t-elle commencé, parce qu'apparemment avoir une crise cardiaque et frôler la mort, c'était juste moi qui faisais mon intéressant, mais couper les comptes? Vraiment? C'est ça ta solution? Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce n'est pas la façon de gérer la crise de la quarantaine que tu traverses. Tu es incroyablement égoïste en ce moment, et franchement, c'est embarrassant. J'ai essayé de te laisser de l'espace pour gérer tes problèmes, mais là, tu dépasses les bornes. Rappelle-moi. Nous devons parler comme des adultes. Comme des adultes, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit, conversation d'adulte, comme ignorer complètement son conjoint pendant 4 jours alors qu'il est à l'hôpital, puis lui faire la morale sur la responsabilité quand l'argent cesse de couler. L'audace pure et simple était presque impressionnante. Mais le message vocal de Clara n'était que l'acte d'ouverture. Le vrai spectacle a commencé lorsque le SMS de Felicity est arrivé, et je vous jure, c'était comme voir la personnalité entière de quelqu'un s'effondrer en temps réel. Pas d'émoji mignon, pas de citations inspirantes, pas de hashtag sur le fait d'être bénie et reconnaissante. Juste une panique brute et non filtrée de quelqu'un qui vient de réaliser que tout son modèle économique était sur le point d'imploser. Le solde de mon compte est de $19. Règle ça. C'était tout. Pas de « comment te sens-tu » Pas de «
j'espère que tu te remets bien. Juste un solde bancaire et une exigence, comme si j'étais le service client de sa vie. 19 $. C'est ce que 3 ans à jouer à l'entrepreneur lui avait rapporté sans que beau-papa ne finance toute l'opération. 19 putains de dollars dans une boutique pleine de foulards qui coûtaient probablement plus cher à fabriquer qu'ils ne se vendraient jamais. La belle ironie ne m'a pas échappé. C'était la même femme qui postait des stories Instagram sur la construction d'un empire et la vie de « Boss Babe », pendant que je couvrais sans le savoir son loyer, ses factures, son assurance et probablement son habitude quotidienne de café glacé. Maintenant, elle en était réduite à de l'argent de poche pour les courses, et soudain, je devais tout laisser tomber, régler ça. Comme si son incompétence financière était en quelque sorte mon urgence. Mais attendez, il y a plus. Parce que Robert, le cher vieux Robert, qui avait été trop occupé à profiter de son pique-nique familial sans drame pour rendre visite à son gendre à l'hôpital, a décidé d'intervenir avec sa propre marque spéciale de culpabilisation déguisée en sagesse paternelle. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Cette famille a déjà assez souffert sans que tu piques une sorte de crise parce que tu as eu une alerte de santé. Nous sommes tous là pour toi, mais tu dois faire un pas vers nous. Tu ne peux pas tout réduire en cendres simplement parce que tu es contrarié. Tout ce que nous avons construit ensemble. Laissez ça mariner une minute. Selon Robert, l'homme qui avait contribué à exactement zéro et encore moins de soutien émotionnel à quelque aspect que ce soit de ma vie, nous avions construit quelque chose ensemble. Apparemment, mon argent et leurs habitudes de dépenses constituaient une sorte d'effort collaboratif que je détruisais maintenant égoïstement en ayant l'audace de contrôler mes propres finances. Et le commentaire sur elle, alerte de santé, la cerise sur le gâteau. Rien ne minimise un accident cardiaque comme l'appeler une alerte. Comme si j'avais été effrayé par une araignée au lieu que mon cœur essaie littéralement de démissionner. Des propos vraiment sensibles de la part de l'homme qui n'avait pas pris la peine de me rendre visite à l'hôpital mais qui trouvait le temps de me faire la morale sur la loyauté familiale par SMS. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Et par bon, j'entends si pathétiquement prévisible que j'ai commencé à rire dans mon lit d'hôpital, ce qui a probablement fait penser aux infirmières que la morphine avait enfin fait son effet. Dans les 48 heures suivant la coupure de l'argent, la famille de Clara est passée de « journée en famille sans les drames » à un mode de crise totale sur les réseaux sociaux. Elles ont posté une vidéo, une vraie vidéo de leur maison, complètement vidée après un avis d'expulsion. Des pièces vides, des boîtes éparpillées. Ce genre de chaos particulier qui se produit lorsque le shérif se présente et vous donne 24 heures pour rassembler vos affaires. Felicity était derrière la caméra, et on pouvait entendre sa voix trembler alors qu'elle filmait pièce après pièce de leur ancien paradis de classe moyenne. Ils ont tout pris, narrait-elle comme si elle documentait une catastrophe naturelle au lieu des conséquences totalement prévisibles de leur propre irresponsabilité financière. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons construit, disparu. La légende était encore meilleure. Ils ont tout pris. Devinez qui les a laissés faire? Cœur brisé, avec un emoji cœur brisé et des tags pour des groupes de soutien familial, comme s'ils étaient victimes d'une injustice cosmique au lieu de gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. La chose qui m'a fait réaliser à quel point leur illusion était profonde. Ils semblaient sincèrement croire que la banque leur avait volé leur maison. Comme si un méchant à la moustache retroussée coiffé d'un chapeau noir s'était pointé et avait arbitrairement décidé de ruiner leur vie pour le plaisir. Ils jouaient les victimes avec une telle conviction qu'on aurait dit qu'ils avaient été frappés par la foudre au lieu de recevoir un avis d'expulsion pour ne pas avoir payé leur hypothèque. Sauf que je connaissais la vérité. Grâce à Elias et sa tablette magique de révélation financière, je savais exactement où étaient passés leurs paiements hypothécaires depuis 1 an. Robert avait utilisé l'argent de l'hypothèque pour financer l'inventaire de la boutique de Felicity et les factures médicales de Margaret. Ils avaient déshabillé Pierre pour habiller Paul. Sauf que Pierre était leur propre sécurité de logement. Et Paul était une entreprise en faillite qui vendait des accessoires hors de prix à des femmes traversant leur propre crise de la quarantaine. La banque ne leur avait pas volé leur maison. Ils l'avaient parié, avaient perdu, puis avaient fait semblant d'être choqués quand la maison gagne toujours. Ils avaient pris une maison de banlieue parfaitement correcte payée, soit dit en passant, avec un acompte venant de votre serviteur en cadeau de mariage à Clara et l'avaient transformée en garantie pour les fantasmes entrepreneuriaux de leur fille. Et maintenant, ils voulaient que je me sente coupable. Ils voulaient que je voie cette vidéo de leur maison vide et leurs larmes de crocodile et que je revienne en courant dans le giron, mon chéquier ouvert et ma bouche fermée, prêt à tout réparer comme je l'avais toujours fait.
Mais allongé là, dans ce lit d'hôpital, regardant leur fête de l'apitoiement parfaitement orchestrée se dérouler sur l'écran de mon téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Absolument rien du tout. Pas de culpabilité, pas d'obligation, pas de besoin désespéré de foncer pour sauver la situation. Juste une compréhension calme et claire que c'était à ça que ressemblait la responsabilité quand elle rattrapait enfin des gens qui l'avaient évité toute leur vie. Vous savez, ce moment dans les films d'horreur où vous pensez que le monstre est enfin mort, et puis sa main sort de la terre pour une dernière frayeur? Ouais. Eh bien, bienvenue dans ma vie, où le monstre était la famille de ma femme, et ils étaient sur le point de sortir un coup de psychopathe de niveau supérieur qui rendrait Stephen King fier. Je commençais réellement à me sentir de nouveau humain. Les médecins m'avaient autorisé à sortir dans quelques jours. Je n'avais plus l'impression qu'un semi-remorque était garé sur ma poitrine. Et pour la première fois depuis des années, je dormais toute la nuit sans que mon cerveau ne mouline des listes interminables de factures, d'obligations et de qui avait besoin de quel argent et quand. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas financièrement responsable de 4 autres adultes et de leurs diverses catastrophes, la vie devient beaucoup moins stressante. Qui l'eût cru? Elias était passé tous les jours, non pas parce qu'il se sentait obligé ou parce que je le payais pour être là, mais parce que c'est ce que fait la vraie famille. Nous avions réglé les derniers détails financiers, annulé les derniers prélèvements automatiques, transféré des comptes, bref, nous avions pratiqué une chirurgie sur 8 ans d'enchevêtrement financier. C'était comme se désintoxiquer d'une drogue à laquelle je ne savais même pas que j'étais accro. C'est là qu'il est entré avec une enveloppe. Or, Elias n'était pas du genre dramatique. Il ne faisait pas de grands gestes ni de présentations mystérieuses. Quand il avait quelque chose à vous dire, il vous le disait, tout simplement. Mais cette fois, on aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en une nuit, et il portait cette enveloppe comme si elle contenait de l'anthrax, des papiers de divorce ou une autre forme de misère militarisée. Fils, dit-il en s'installant dans cette chaise en plastique qui était devenue son trône personnel, nous devons parler de ce que la famille de ta femme prépare vraiment. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti une pile de mails imprimés. Pas des emails transférés ou des captures d'écran, mais de véritables copies imprimées que quelqu'un s'était donné la peine d'obtenir par des moyens que je ne pouvais qu'imaginer être moins que légaux. Elias avait toujours été plein de ressources, mais là, c'était du travail de détective privé de haut niveau. Comment as-tu? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître les réponses, a-t-il dit, ce qui était probablement la chose la plus badass qu'un homme de 74 ans en cardigan ait jamais dite dans l'histoire des cardigans. Les emails étaient entre Clara, Robert et un certain Marcus Hoffman de Hoffman et Associates, service juridique. Et laissez-moi vous dire que les lire, c'était comme assister à un accident de train au ralenti, sauf que le train était toute ma vie, et l'accident se produisait en temps réel pendant que j'étais inconscient dans un lit d'hôpital. Le premier email, daté de seulement 2 jours après ma crise cardiaque, était de Robert à ce type Hoffman, avec Clara en copie. Le sujet à lui seul a fait biper mon moniteur de pression artérielle comme un détecteur de fumée, consultation tutelle d'urgence, urgent. M. Hoffman, avait écrit Robert, comme nous en avons discuté au téléphone, mon gendre a eu un grave événement cardiaque et est actuellement hospitalisé. Son comportement depuis l'incident est de plus en plus erratique et inquiétant. Il a pris plusieurs décisions financières irrationnelles qui mettent en péril la sécurité de sa famille, et nous sommes inquiets pour son état mental. Nous devons explorer les options pour une tutelle temporaire afin de protéger ses actifs et de garantir qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. Comportement erratique, décisions financières irrationnelles, état mental. Ces enfoirés essayaient de me faire déclarer incompétent parce que j'avais arrêté de payer leurs factures. Ils tentaient littéralement d'obtenir le contrôle légal de mes finances en affirmant que les coupés étaient la preuve d'une maladie mentale. L'email suivant, de Clara, était encore meilleur. Elle y exposait toute une chronologie de ma prétendue détérioration de santé mentale, commençant par ma décision d'arrêter les paiements automatiques et incluant des preuves aussi accablantes que mon refus de répondre aux appels téléphoniques et mon isolement de la famille. Selon ma femme aimante, mon comportement au cours de la semaine passée avait été si préoccupant qu'elle craignait pour ma sécurité et la sécurité de notre avenir financier. Notre avenir financier, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, le financement de la boutique de Clara et les paris de Robert sur le paiement de la maison faisaient partie intégrante de mon avenir financier. Mais c'est là que ça devient vraiment diabolique. Ils avaient trouvé un avocat spécialisé dans les tutelles d'urgence pour les personnes ayant une capacité diminuée en raison d'événements médicaux. Apparemment, c'est une chose. Quand quelqu'un a un AVC, une maladie grave, ou disons, un événement cardiaque,
les membres de la famille, concernés, peuvent demander au tribunal de prendre le contrôle de leurs finances s'ils peuvent prouver que la personne ne pense pas clairement. L'avocat avait exposé toute la stratégie dans son email de réponse. Ils auraient besoin de la documentation médicale de ma crise cardiaque, de témoignages sur mon comportement erratique, et de preuves que je prenais des décisions financières qui allaient à l'encontre de mes habitudes établies. L'objectif était une tutelle temporaire. Juste assez longtemps pour restaurer la stabilité financière et assurer des soins médicaux appropriés. Traduction, juste assez longtemps pour reprendre le contrôle de mes comptes bancaires et de mes lignes de crédit afin qu'ils puissent continuer à me saigner à blanc pendant que je me remettais d'avoir failli mourir. C'est leur option nucléaire, a dit Elias en me regardant lire email après email de leur plan soigneusement élaboré. Quand les pleurs et les culpabilisations n'ont pas fonctionné, quand la fête de l'apitoiement sur les réseaux sociaux ne t'a pas fait revenir en courant avec ton chéquier ouvert, ils ont décidé de simplement prendre le contrôle légal. Je continuais à lire, les mains tremblantes, et cette fois ce n'était pas à cause des médicaments ou de problèmes cardiaques. C'était de la rage pure et concentrée. Ils avaient passé plus de temps à planifier cette manœuvre légale qu'à me rendre visite à l'hôpital. Ils avaient mis plus d'efforts à rechercher les lois sur la tutelle qu'à demander comment j'allais ou si j'allais survivre. La partie la plus insidieuse était à quel point ils avaient rendu tout cela légitime. En lisant leurs emails, on aurait dit des membres de la famille sincèrement inquiets essayant d'aider un parent bien-aimé qui avait clairement perdu la tête après un événement médical traumatisant. Ils avaient même trouvé des témoins de moralité, la sœur de Margaret, qui me connaissait à peine, et un voisin qui avait apparemment remarqué que j'avais été renfermé et antisocial, dernièrement. Renfermé et antisocial? Ouais. Probablement parce que je m'étais tué au travail jusqu'à la crise cardiaque pour payer le style de vie de tout le monde, pendant que ma femme me traitait comme un colocataire gênant qui fournissait occasionnellement de l'argent. Mais la cerise sur le gâteau de cette saloperie était le dernier email de Clara à l'avocat, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Il ne pense pas clairement en ce moment, et nous craignons qu'il ne détruise tout ce que nous avons travaillé si dur à construire ensemble. Si nous pouvons juste obtenir un contrôle temporaire jusqu'à ce qu'il soit de nouveau stable, nous pouvons nous assurer qu'il reçoive l'aide dont il a besoin et protéger l'avenir de notre famille. L'avenir de notre famille. La voilà encore, cette belle illusion que leur sécurité financière était en quelque sorte ma responsabilité, que leurs mauvaises décisions étaient mon urgence, que leur confort valait plus que mon autonomie. Ils allaient me faire déclarer mentalement incompétent pour pouvoir légalement me voler mon argent. Ils allaient utiliser ma crise cardiaque, l'urgence médicale qu'ils avaient été trop occupés pour reconnaître comme preuve qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour gérer mes propres finances. Ils allaient transformer ma convalescence en leur opportunité. L'audience est prévue pour la semaine prochaine, a dit Elias tranquillement. Ils ont déposé la requête hier. J'ai levé les yeux des emails et pendant un instant, je n'ai pas pu parler. L'ampleur de leur trahison était à couper le souffle. Ce n'était pas juste des parents avides essayant de me culpabiliser pour que j'ouvre à nouveau mon portefeuille. C'étaient des gens prêts à me faire déclarer légalement incompétent, à détruire ma réputation, mon autonomie, ma dignité humaine la plus élémentaire, juste pour que leur train d'argent continue de rouler. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, bien que je savais déjà qu'Elias ne m'aurait pas apporté cette information sans avoir un plan. Il a souri alors, et ce n'était pas un beau sourire. C'était le sourire d'un homme qui avait vécu assez longtemps pour savoir exactement comment se battre salement quand la situation l'exigeait. Nous prenons les devants, a-t-il dit en sortant son téléphone. J'ai déjà appelé ton avocat. D'ici demain matin, tu auras des mises en demeure déposées contre tous, des gels de compte pour empêcher tout accès non autorisé, et des protections juridiques qui feront passer cette requête de tutelle pour ce qu'elle est vraiment, une tentative de racket de la part de gens qui n'ont jamais rien eu à foutre de ton bien-être. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Ou peut-être que c'était juste la satisfaction de savoir que finalement, enfin, quelqu'un se battait pour moi, au lieu de se battre pour m'utiliser. Quand l'option nucléaire légale a échoué parce qu'apparemment avoir un avocat qui se soucie réellement de son client est plus efficace qu'un avocat spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées déguisées en préoccupation familiale, le clan de Clara a décidé de passer à son plan de secours, détruire ma réputation si complètement que je ramperais jusqu'à eux juste pour que ça s'arrête. C'était comme assister à un cours magistral de manipulation, sauf qu'au lieu d'être impressionné, j'étais aux premières loges pour voir jusqu'où les gens peuvent descendre quand leur gagne-pain se découvre une conscience. Tout a commencé assez innocemment, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Depuis quand quelque chose impliquant Felicity a-t-il jamais été innocent?
Elle a posté ce qui ressemblait à un simple selfie. Pas de filtre sophistiqué, pas d'éclairage parfait, juste elle, assise dans ce qui semblait être sa voiture, avec l'air d'avoir pleuré pendant environ 3 heures d'affilée. Ce qui, connaissant la relation de Felicity avec le mascara waterproof, signifiait probablement qu'elle s'était entraînée devant le miroir pendant 3 heures pour obtenir le look dévasté mais toujours photogénique parfait. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle passivo-agressive. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui traversent les moments les plus difficiles. Quand quelqu'un qui vous est cher souffre, il peut s'en prendre aux personnes qui essaient de l'aider. Tout ce que nous pouvons faire, c'est envoyer de l'amour et espérer qu'il retrouve le chemin de la famille qui a toujours été là pour lui. La famille d'abord et l'amour gagne, prions pour la guérison, pas de nom mentionné, bien sûr. Felicity était bien trop maligne pour dire ouvertement « Mon beau-frère fait une crise psychotique et détruit notre famille ». Mais elle n'en avait pas besoin. Quiconque avait suivi leur drame sur les réseaux sociaux au cours de la semaine passée saurait exactement de qui elle parlait. C'était comme une pique déguisée, mais avec la manipulation émotionnelle poussée à 11 et une pincée de hashtag sur Jésus pour faire bonne mesure. Mais ce n'était que le coup d'envoi. La véritable campagne a commencé lorsque Clara l'a reposté avec son propre ajout, un emoji cœur brisé et les mots « Certaines batailles se livrent en privé, mais l'amour gagne toujours à la fin. Je prie pour la guérison de mon mari. Corps, esprit et âme. Cœur rouge, cœur brisé, personne avec les mains jointes, corps, esprit et âme. Comme si j'étais une sorte de triple menace de dysfonctionnement qui nécessitait une intervention divine pour fonctionner correctement. Comme si ma décision d'arrêter de financer leur style de vie était un symptôme de maladie mentale plutôt qu'un retour à la réalité attendue depuis longtemps. En quelques heures, la publication avait été partagée par Margaret, par Robert, par des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, par des voisins qui ne pourraient probablement pas me reconnaître dans une file d'identification mais qui étaient soudainement profondément préoccupés par mon bien-être. La section des commentaires s'est transformée en un cercle de prières mêlé à un comité de planification d'intervention, tout le monde offrant ses pensées et prières pour ma guérison et son soutien à ma courageuse épouse, qui restait aux côtés de son homme pendant cette période difficile. Courageuse épouse. La femme qui avait été trop occupée à faire des pique-niques au bord du lac pour me rendre visite à l'hôpital était maintenant célébrée comme une sorte de sainte pour supporter son mari clairement instable. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau et la servir à leur prochaine réunion de famille sans drame. Mais Felicity n'avait pas fini. Oh non, ce n'était que l'acte 1 de son one-woman show intitulé « Comment détruire la réputation de quelqu'un en utilisant des stories Instagram et des larmes de crocodile ». L'acte 2 est arrivé sous la forme d'une vidéo, un chef-d'œuvre tremblotant tourné à la main qui semblait avoir été filmé pendant un tremblement de terre, mais qui était probablement juste les mains de Felicity tremblant sous le poids émotionnel de sa performance. La vidéo la montrait assise dans ce que j'ai fini par reconnaître comme sa voiture, garée devant leur ancienne maison, celle qu'ils avaient perdue parce qu'ils utilisaient les paiements de l'hypothèque pour financer les fantasmes de boutique de Felicity. Une musique de piano jouait doucement en fond sonore, car rien ne dit, émotion sincère, comme une bande-son soigneusement choisie. Je ne fais pas ça d'habitude, a-t-elle commencé, sa voix se brisant exactement aux bons endroits. Mais parfois, il faut dire sa vérité, même quand c'est difficile. Parfois, les êtres chers s'emportent quand ils souffrent. Parfois, les personnes que nous essayons le plus d'aider sont celles qui nous repoussent le plus fort. Elle a fait une pause ici, essuyant une larme parfaitement synchronisée qui avait réussi à ne pas faire couler son maquillage. Manipulation émotionnelle de niveau professionnel, ça. Nous avons tous traversé tellement de choses dernièrement en famille, a-t-elle poursuivi. Et quand quelqu'un que vous aimez est en difficulté, quand il fait face à des problèmes de santé, au stress et à toutes les choses que la vie nous envoie, parfois il prend des décisions qui blessent les personnes qu'il aime le plus. Mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez de l'aimer. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez. Problème de santé et stress, n'est-ce pas? Parce qu'avoir une crise cardiaque parce que vous vous êtes tué au travail pour payer les mauvaises décisions financières des autres, c'est juste du stress. Parce que leur couper l'accès à vos comptes en banque après qu'ils vous aient saigné à blanc pendant des années, c'est juste un symptôme de mauvaise gestion de la pression. La vidéo a continué comme ça pendant environ 5 minutes, Felicity se peignant, elle et sa famille, comme les victimes patientes de ma cruauté inexplicable, faisant juste assez allusion à mes problèmes de santé, pour qu'il soit clair que je ne pensais pas droit, mais sans jamais dire quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre elle légalement. C'était comme regarder un politicien présenter des excuses qui n'en sont pas, sauf qu'au lieu d'un scandale sexuel, il s'agissait de mon audace à contrôler mes propres finances.
Clara a reposté la vidéo avec un autre emoji cœur brisé et la légende « Mon cœur se brise pour toute notre famille en ce moment. Je prie pour la guérison et la restauration. » Cœur brisé, personne avec les mains jointes croire en la foi, et juste comme ça, le récit était établi. Je n'étais pas un homme qui avait failli mourir et avait ensuite découvert que la famille de sa femme drainait systématiquement ses finances depuis des années. J'étais un homme malade qui s'en prenait aux personnes qu'il aimait le plus. Je n'étais pas quelqu'un qui avait enfin trouvé une colonne vertébrale et commencé à fixer des limites. J'étais quelqu'un qui était en difficulté, et qui prenait des décisions qui blessent les personnes qu'il aime le plus. La réponse a été immédiate et exactement ce qu'ils espéraient. Mon téléphone a commencé à vibrer de SMS de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, toutes voulant prendre de mes nouvelles et s'assurer que j'allais bien. Des cousins du côté de Clara, des collègues qui avaient vu les publications, même mon ancien colocataire d'université qui avait été en quelque sorte identifié dans tout ce gâchis. « Salut mec, j'ai vu le post de Clara. Tu vas bien? Si tu as besoin de parler, je suis là. Je pense à toi en cette période difficile. Fais-moi savoir si je peux faire quelque chose. Je prie pour votre famille. J'espère que vous pourrez surmonter ce qui se passe. » Pendant un court instant, j'ai commencé à douter de moi-même. Quand des dizaines de personnes vous contactent, inquiètes pour votre santé mentale. Quand votre propre femme prie publiquement pour votre guérison. Quand votre belle-sœur fait des vidéos en larmes sur à quel point elle s'inquiète pour vous, ça commence à vous jouer des tours. Peut-être que j'étais trop dur. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que les couper financièrement était vraiment un signe que je ne pensais pas clairement. Mais ensuite, quelque chose de magnifique s'est produit. Quelqu'un et je ne sais toujours pas qui, mais je lui dois une bière et peut-être mon premier-né a fait une capture d'écran de l'ancienne publication Instagram de Felicity. Vous savez, celle du pique-nique en famille. Celle avec la légende, journée en famille sans les drames. Cœur rouge étincelle béni tempe sans famille Vier du lac passe de négativité. Ils l'ont posté en commentaire de la vidéo larmoyante de Felicity avec la simple légende, timing intéressant. Et juste comme ça, tout le château de cartes s'est effondré. Parce que soudain, les gens ont commencé à faire le calcul. Felicity poste sur une journée en famille, sans drame, sans moi pendant que je suis à l'hôpital. Une semaine plus tard, elle fait des vidéos sur à quel point elle m'aime et s'inquiète pour moi. Clara célèbre mon absence des fonctions familiales, puis se positionne comme l'épouse dévouée aux côtés de son mari en difficulté. Les captures d'écran se sont répandues plus vite que les ragots lors d'une kermesse paroissiale. Les gens ont commencé à faire le lien, à poser des questions, à souligner la chronologie. Les commentaires sur leurs publications sont passés de la sympathie à la suspicion. Attends, il n'était pas à l'hôpital quand tu as posté cette photo de pique-nique? Donc, tu t'inquiétais pour lui, mais tu ne lui as pas rendu visite? C'est déroutant. Est-ce que vous le soutenez ou vous célébrez sans lui? Internet, que son cœur chaotique soit béni, s'est retourné contre eux plus violemment qu'une meute de loups sur un cerf blessé. Les sponsors ont commencé à lâcher la boutique de Felicity plus vite qu'elle ne pouvait supprimer les commentaires. Le travail de Clara l'a mise en évaluation administrative après que quelqu'un ait transmis toute la saga des réseaux sociaux à son service des ressources humaines. Robert s'est fait demander de quitter une réunion client quand quelqu'un a évoqué ce fil de discussion virale sur la famille essayant d'arnaquer leur gendre. Leur façade parfaite ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est complètement brisée, là, en public, à la vue de tous. Et le meilleur, c'est qu'ils se l'étaient infligé à eux-mêmes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir et de regarder leurs propres mensonges les rattraper, tandis que les détecteurs de conneries collectives d'Internet se mettaient à fonctionner à plein régime, et que leurs récits de victimes soigneusement élaborés s'effondraient sous le poids de leurs propres contradictions. Juste au moment où je pensais que la famille de Clara avait épuisé tout son répertoire de tactiques de manipulation, les culpabilisations, le parasitisme financier, les manigances légales, l'assassinat public de ma réputation, ils ont décidé de sortir ce que je ne peux décrire que comme leur coup de boss final. C'était comme regarder quelqu'un jouer sa dernière carte dans une partie de poker, sauf qu'au lieu d'une quinte flush royale, il tenait un joker, 2-3 et un coupon McDonald's de 1987. J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait lorsque ma sortie de l'hôpital s'est déroulée un peu trop tranquillement. Pas d'apparition dramatique de dernière minute de Clara. Pas de tentative de réconciliation en larmes. Pas d'appel téléphonique désespéré de Robert sur la loyauté familiale et le pardon. Juste un silence béni du clan Martinez pendant que je rassemblais mes quelques affaires de l'hôpital et que je me préparais à commencer ma nouvelle vie d'homme qui contrôlait ses propres finances.
C'était presque paisible, ce qui aurait dû être mon premier indice que l'autre chaussure était sur le point de tomber. La lettre est arrivée 3 jours après mon retour à la maison, livrée en recommandé, car apparemment, cela nécessitait une trace écrite. L'adresse de l'expéditeur m'a glacé le sang, Robert Martinez, écrite dans cette écriture cursive de la vieille école que seuls les hommes de sa génération utilisaient encore, comme s'il livrait personnellement une déclaration de guerre de 1952. L'enveloppe était épaisse, pas une simple feuille, mais plusieurs pages de ce qui semblait être une documentation officielle. Pendant un moment paranoïaque, je me suis demandé s'ils avaient trouvé un nouvel angle juridique, une loi obscure qui leur permettrait de saisir mes biens ou de me forcer à retourner dans leur toile financière. Mais quand je l'ai ouverte, ce que j'ai trouvé était d'une manière ou d'une autre encore plus psychologiquement tordu que n'importe quel procès aurait pu l'être. C'était un testament. Le dernier testament de Robert, écrit à la main sur du papier à en-tête juridique et notarié comme s'il s'agissait d'un document sacré au lieu d'un morceau de chantage affectif déguisé en planification successorale. L'écriture était tremblante. Que ce soit à cause de l'âge, de l'émotion ou simplement de l'effort pur de créer cette pièce de manipulation particulière, je ne saurais le dire. Le document lui-même était une œuvre d'art de la pire espèce. Robert avait exposé la distribution de sa succession et j'utilise ce terme avec beaucoup de réserve car la valeur nette de l'homme se situait probablement entre moins 50 000 € et absolument que dalle avec la précision de quelqu'un qui partage les joyaux de la couronne au lieu d'une maison de banlieue déjà saisie et une Honda de 2003 avec un voyant moteur allumé depuis le premier mandat d'Obama. Mais c'est là que ça devient intéressant. Selon ce testament fraîchement rédigé, tous les actifs restant la maison qu'ils avaient perdue, les voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre, l'héritage imaginaire qui n'existait que dans l'esprit délirant de Robert irait aux membres de la famille qui ont maintenu l'unité en temps de crise et sont restés solidaires lorsque d'autres ont choisi la division. Membres de la famille qui ont maintenu l'unité, laissez ça pénétrer. Dans l'esprit de Robert, permettre l'irresponsabilité financière de sa famille, c'était maintenir l'unité, tandis que fixer des limites et refuser d'être leur distributeur de billets personnels, c'était choisir la division. C'était comme vivre dans une réalité alternative où le haut était le bas, le noir était le blanc, et la responsabilité fiscale était un défaut de caractère. Mais le vrai coup de grâce, la partie qui m'a fait rire si fort que j'ai failli avoir une autre crise cardiaque, était le dernier paragraphe, écrit avec une encre qui semblait plus foncée que le reste, comme s'il avait appuyé très fort pour s'assurer que son point était parfaitement clair. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la famille et cherche une réconciliation appropriée pour la douleur et la division qu'il a causée, mon gendre ne recevra rien de cette succession. Le sang est plus épais que l'eau, mais l'unité familiale est plus épaisse que le sang. Quand il choisira l'amour plutôt que l'orgueil, il sera accueilli à nouveau dans le giron à bras et cœurs ouverts. Retourne dans la famille, cherche une réconciliation appropriée, la douleur et la division qu'il a causée. Ce connard essayait en fait de faire croire que c'était moi qui les avais abandonnés, que j'étais une sorte de fils prodigue qui s'était égaré et qui devait revenir en rampant la queue entre les jambes et le chéquier à la main. La belle ironie, c'est que Robert essayait d'utiliser l'héritage comme appât, la promesse d'une richesse future pour me ramener dans leur orbite. Sauf qu'il n'y avait pas de richesse. La maison était partie, saisie parce qu'ils avaient joué avec les paiements de l'hypothèque. Les voitures étaient probablement en train d'être reprises au moment où je lisais son document délirant. La succession de Robert se composait de dettes, de rêves brisés et d'une collection de combines pour devenir riche rapidement qui n'avaient jamais vraiment abouti. Il m'offrait rien et appelait ça tout. Il agitait une carotte vide devant un âne qui avait enfin compris qu'il pouvait s'éloigner complètement du bâton. J'ai relu le tout 2 fois, juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause des restes de médicaments cardiaques. Non, c'était réel. Robert s'était effectivement assis, probablement à cette même table de cuisine où ils avaient planifié leur projet de tutelle, et avait soigneusement rédigé un document conçu pour me faire sentir que je passais à côté d'un grand héritage si je ne revenais pas en rampant pour financer leur style de vie. Le timing était parfait aussi. Ce n'était pas un document qu'il avait depuis des années. La date était fraîche, écrite quelques jours seulement après que leur campagne sur les réseaux sociaux ait implosé. Quand les vidéos en larmes n'ont pas fonctionné, quand l'humiliation publique s'est retournée contre eux, quand leur réputation gisait en lambeaux sur Internet, Robert avait décidé d'essayer une dernière manipulation, la promesse d'une richesse qui n'existait pas, conditionnée à mon retour à la servitude financière. C'était comme regarder quelqu'un essayer de vous vendre un pont qu'il ne possédait pas, avec de l'argent qu'il n'avait pas, tout en se tenant dans une rivière qu'il ne pouvait pas traverser. L'audace pure était presque admirable, si l'on pouvait la séparer de la faillite morale complète qui la rendait possible. J'ai appelé Elias, car à ce stade,
il était devenu mon conseiller officieux pour tout ce qui concernait la folie de la famille Martinez, et je lui ai lu le testament au téléphone. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Papy, tu es toujours là. »« Fils, dit-il enfin, sa voix portant ce mélange particulier d'amusement et de dégoût qui ne vient qu'en assistant à quelque chose de vraiment spectaculaire dans son horreur. Cet homme essaie de te soudoyer avec rien et d'appeler ça quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu fais exactement ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu t'en vas. Tu les laisses garder leur héritage imaginaire, leur amour conditionnel et leur unité familiale qui n'existe que lorsque quelqu'un d'autre paie la note. Mais je savais qu'il y avait plus que simplement s'en aller. Ce testament, cette manipulation finale, cette dernière tentative désespérée pour me faire sentir que je passais à côté de quelque chose de précieux, nécessitait une réponse. Pas la réponse qu'ils espéraient, pas un appel téléphonique en larmes suppliant d'être réintégré dans le giron familial, mais quelque chose qui rendrait parfaitement clair que leur jeu psychologique était terminé. C'est là que j'ai passé l'appel qui mettrait un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Pas à Robert, pas à Clara, pas à aucun d'entre eux. J'ai appelé mon avocat et je lui ai dit que je voulais déposer une ordonnance de non-contact permanente contre toute la famille Martinez. Plus d'appels téléphoniques, plus de lettres, plus de documents en recommandé plein de manipulations déguisées en paperasse légale. Pour la première fois en 8 ans de mariage, je coupais le dernier lien. Je ne voulais pas de l'héritage de Robert. Je ne voulais pas de leur amour conditionnel. Je ne voulais pas de leur unité familiale qui n'existait que lorsque je signais les chèques. Je voulais la liberté. Et finalement, enfin, j'étais prêt à en payer le prix. Le jour où je suis sorti de l'hôpital Saint-Marie pour la dernière fois, Elias m'attendait sur le parking avec son ancienne Toyota Camry. Le genre de voiture qui a l'air d'avoir été construite sous l'administration Carter mais qui roule comme si elle pouvait survivre à un hiver nucléaire. Pas de fanfare, pas de musique dramatique, pas de moment de cinéma où tout prend soudainement sens. Juste un vieil homme dans une veste en cuir usé, appuyé contre une voiture qui avait connu de meilleures décennies, prêt à me conduire vers ce qui allait suivre. « T'es prêt pour ça ?» a-t-il demandé en chargeant ma pathétique collection d'affaires de l'hôpital dans son coffre. Un sac en plastique rempli de cartes de bon rétablissement de collègues qui me connaissaient à peine. Quelques vêtements qui sentaient l'antiseptique et les rêves brisés. Et un dossier plein de documents juridiques qui coupaient officiellement tous les liens entre moi et les gens qui avaient passé 8 ans à me traiter comme leur tirelire personnel. Aussi près qu'on peut l'être pour recommencer à 35 ans avec rien d'autre qu'un accident cardiaque et une nouvelle compréhension de la méchanceté des gens. Elias a eu un petit rire et a démarré la voiture, qui a fait le genre de bruit suggérant qu'elle tenait par la prière et la rancune, mais qui continuait à rouler malgré tout. « Fils, tu ne recommences pas avec rien. Tu recommences sans les mauvaises personnes. Ce n'est pas la même chose. » Nous avons traversé la ville, passé les banlieues où Clara et moi avions vécu dans notre petite maison parfaite avec notre petite hypothèque parfaite et notre relation parfaitement foutue, passé les centres commerciaux, les chaînes de restaurants et tous les repères familiers d'une vie que je laissais derrière moi comme un serpent qui mue. Plus nous nous éloignions de la civilisation, plus il devenait facile de respirer. Comme si l'air lui-même devenait plus pur à mesure que nous mettions de la distance entre moi et la zone sinistrée qu'était devenue mon mariage. Où allons-nous exactement? Ai-je demandé, regardant le paysage passer de l'étalement suburbain à de vrais arbres et de l'espace ouvert. Ça faisait si longtemps que je n'avais rien vu qui ne soit pas du béton ou de l'asphalte que j'avais presque oublié à quoi ressemblait la vraie nature. Un endroit que j'ai trouvé en ligne, a dit Elias, naviguant sur des routes de campagne comme s'il les avait conduites toute sa vie. Un petit chalet dans les montagnes. Le propriétaire cherche à vendre, mais il est prêt à le louer au mois pendant que tu te remets sur pied. Pas de voisins assez proches pour emprunter du sucre. Pas d'association de propriétaires pour te dire de quelle couleur tu peux peindre ta boîte aux lettres. Pas de drame à des kilomètres à la ronde. Les montagnes. J'avais oublié que des endroits comme ça existaient. Des endroits où votre plus grand souci était de savoir si vous aviez assez de bois de chauffage pour l'hiver au lieu de savoir si votre belle-sœur allait vider votre compte professionnel pour payer son dernier fantasme entrepreneurial. Des endroits où le silence était vraiment silencieux au lieu d'être rempli du bourdonnement constant de l'anxiété, de l'obligation et des urgences des autres. Le chalet s'est avéré être tout ce qu'Elias avait promis et rien de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas un luxueux refuge de montagne avec des comptoirs en granit et un jacuzzi. C'était juste un bâtiment simple et honnête qui avait été construit pour servir un but plutôt que pour impressionner qui que ce soit. Des murs en rondin qui avaient survécu à des décennies d'hiver montagnards.
Un Porsche qui semblait avoir été conçu pour s'asseoir et réfléchir plutôt que pour poser pour des photos Instagram. Des fenêtres qui faisaient face à l'est, vers le lever du soleil, au lieu de faire face au jugement des voisins. Jésus, ai-je dit en sortant de la voiture et en sentant mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. C'est parfait. Le propriétaire s'appelle Bill, a dit Elias en sortant mes sacs du coffre. Garde forestier à la retraite. Il a perdu sa femme l'année dernière. Il a décidé de se rapprocher de ses enfants en Floride. Il dit que l'endroit a de bonnes ondes, peu importe ce que ça veut dire. Mais il avait l'air d'être quelqu'un de bien quand je lui ai parlé au téléphone. Quelqu'un de bien. J'avais presque oublié ce que cette phrase signifiait après avoir passé tant d'années entouré de gens qui étaient très doués pour paraître bien tout en empoisonnant lentement tout ce qu'ils touchaient. Mais debout là, sur ce Porsche, regardant des montagnes qui ne pouvaient pas être manipulées ou culpabilisées pour fournir de l'argent qu'elles n'avaient pas, j'ai commencé à me souvenir de ce qu'était la paix. L'intérieur du chalet était tout aussi honnête que l'extérieur. Des parquets qui montraient leur âge sans s'en excuser. Une cheminée en pierre qui avait clairement été utilisée pour la chaleur réelle plutôt que pour la décoration. Des meubles qui privilégiaient le confort au style. La cuisine était petite mais fonctionnelle, le genre d'endroit où l'on peut préparer de la vraie nourriture au lieu de simplement réchauffer ce qu'on a pris au drive entre les heures supplémentaires pour payer les factures des autres. Mais la meilleure partie, la partie qui m'a fait comprendre pourquoi Elias avait conduit 3 heures pour trouver cet endroit, c'était le silence. Pas le silence oppressant de personnes qui ne se parlent pas. Pas le silence tendu de l'attente de la prochaine crise, mais un silence réel, honnête et paisible. Le genre de calme où l'on peut s'entendre penser pour la première fois depuis des années. J'ai parlé à cette entreprise de technologie à laquelle tu avais postulé avant que toute cette merde n'arrive, a dit Elias en s'installant dans un fauteuil qui semblait avoir été rodé par des décennies de bonnes conversations. Ils sont toujours intéressés, et ça ne leur pose pas de problème que tu travailles à distance. 40 heures par semaine au lieu des 60 que tu faisais avant, de meilleurs avantages, et personne ne s'attend à ce que tu sois disponible pour les urgences à 3 heures du matin. 40 heures par semaine. J'avais oublié que c'était même possible. Pendant des années, j'avais travaillé toutes les heures disponibles, acceptant des projets supplémentaires et des heures supplémentaires, non pas parce que j'aimais mon travail, mais parce que quelqu'un avait toujours besoin d'argent pour quelque chose. L'inventaire de la boutique de Felicity, les désastres de rénovation de Robert, les habitudes de shopping de Clara qui semblaient s'étendre pour remplir n'importe quel budget disponible. J'avais vécu comme un hamster dans sa roue, courant de plus en plus vite pour suivre les dépenses des autres. Le salaire est inférieur à ce que tu gagnais, a poursuivi Elias. Mais quand tu ne soutiens pas 4 autres adultes et leurs diverses catastrophes, tu serais surpris de voir jusqu'où l'argent peut aller. Ce premier soir dans le chalet, je me suis assis sur le porche et j'ai regardé le soleil se coucher derrière des montagnes qui étaient là bien avant mon mariage et qui seraient là bien après que Clara soit passée à sa prochaine victime. J'ai préparé le dîner dans une cuisine qui était la mienne, dans une maison où personne ne s'attendait à ce que je résolve leurs problèmes, finance leurs rêves ou m'excuse d'avoir des limites. Pour la première fois en 8 ans, je me suis endormi sans mettre 17 alarmes ni faire de liste mentale de la crise de qui je devrais gérer le lendemain. J'ai juste dormi, comme un être humain normal qui n'était pas responsable du bonheur et de la sécurité financière de tout le monde. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait par des fenêtres qui donnaient sur les montagnes au lieu du drame des voisins, et j'entendais des oiseaux au lieu des notifications de SMS exigeant une attention immédiate et une aide financière. Elias était déjà debout, assis sur le porche avec du café et le journal, lisant comme quelqu'un qui avait tout le temps du monde parce qu'il avait appris la différence entre l'urgent et l'important quelque part vers 1987. Bonjour, ai-je dit en le rejoignant sur le porche avec ma propre tasse de café. Du vrai café, pas la caféine d'urgence dont j'avais survécu pendant des années. Bien dormi? Comme un mort, ce qui, compte tenu des événements récents, n'est probablement pas la meilleure analogie. Il a ri, et le son apporté à travers les montagnes comme s'il y appartenait, comme si la paix était quelque chose que l'on pouvait entendre quand on s'éloignait assez des gens qui confondaient amour et exploitation. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'avais développé ce qu'on pourrait appeler une routine. Si les routines pouvaient être construites autour du concept radical de ne rien avoir à foutre des urgences fabriquées par les autres. Je me réveillais quand mon corps en avait envie, au lieu de quand mon téléphone commençait à vibrer de demandes d'aide financière immédiate. Je buvais mon café en regardant le lever du soleil peindre les montagnes de différentes nuances d'or et de pourpre, au lieu de faire défiler des SMS sur le loyer de qui était dû ou quelle facture était en recouvrement cette semaine. C'était foutrement glorieux.
Le travail à distance s'était avéré être tout ce qu'Elias avait promis et plus encore. 40 heures par semaine de vrai travail au lieu de 60 heures de travail plus 20 heures de gestion de crise pour des gens qui confondaient mauvaise planification et malchance. Mes nouveaux collègues me traitaient comme un professionnel au lieu d'un distributeur de billets humains. Et mon patron avait cette idée folle que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée était en fait important pour la productivité. Des trucs révolutionnaires, vraiment. Mais la meilleure partie n'était pas le travail, ni les montagnes, ni même le chalet qui était devenu plus un foyer en 6 mois que la maison que j'avais partagée avec Clara ne l'avait été en 8 ans. La meilleure partie était le silence dans ma tête. Pour la première fois depuis que je m'étais marié, je n'étais pas constamment en train de calculer qui avait besoin de quel argent et quand. Je ne jonglais pas mentalement avec les échéanciers de paiement, les limites de crédit et les fonds d'urgence pour les mauvaises décisions des autres. Cela ne veut pas dire que la famille de Clara avait complètement abandonné. Oh non, ces gens avaient la persistance des cafards et à peu près le même niveau de honte. Toutes les quelques semaines, quelqu'un testait les limites de l'ordonnance de non-contact comme s'il sondait les faiblesses d'un mur de forteresse. En général, cela passait par des parents éloignés qui avaient été recrutés comme des sbires. La cousine Patricia appelait pour discuter des nouvelles de la famille et parvenait d'une manière ou d'une autre à mentionner à quel point Clara était dévastée par notre séparation. L'oncle Mike envoyait un message Facebook pour demander si j'avais entendu parler du dernier problème de santé de Robert. Rien de grave, juste une excuse commode pour tendre la main et me rappeler que la famille était importante. La colocataire d'université de Clara laissait un message vocal sur à quel point elle s'inquiétait pour nous deux et comment peut-être nous pourrions tous nous retrouver pour un café pour arranger les choses. La manipulation était si transparente que ça en aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Ces gens avaient transformé la culpabilisation en une forme d'art. Et ils jetaient tout ce qu'ils avaient au mur pour voir ce qui collerait. Les alertes de santé, les urgences financières, les mises à jour soigneusement formulées sur à quel point je leur manquais et à quel point ils voulaient que je revienne dans leur vie. C'était comme assister à un cours magistral de chantage affectif donné par des gens qui n'avaient jamais tout à fait compris que leur élève avait obtenu son diplôme et était passé à autre chose. Ma préférée était la carte de Noël qui a réussi à passer mon filtrage de courrier. Une belle photo de famille. Clara, Felicity, Robert, Margaret, tous réunis autour d'un arbre parfaitement décoré dans ce qui ressemblait au salon de quelqu'un d'autre puisqu'ils avaient perdu leur maison. Tout le monde souriait, de ces sourires de fête forcés qui ont probablement nécessité 47 prises pour être réussis. Et la légende à l'intérieur disait, te souhaitant la paix. Profite de cette saison des fêtes. Tu es toujours dans nos pensées et nos prières. Avec amour, la famille Martinez. La famille Martinez, comme s'ils étaient une sorte de marque au lieu d'un groupe d'individus qui avaient passé des années à me traiter comme leur service de planification financière personnelle. L'audace était à couper le souffle. Vraiment, ils avaient littéralement essayé de me faire déclarer mentalement incompétent pour voler mon argent, et maintenant ils m'envoyaient des cartes de Noël sur l'amour et les prières. J'ai montré la carte à Elias, qui avait pris l'habitude de passer la plupart des soirées sur mon porche, lisant des livres et commentant les diverses tentatives de percer mes défenses psychologiques. Il l'a regardé pendant environ 10 secondes, a eu un petit rire et me l'a rendu. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, a-t-il dit. Le désespoir déguisé en joie des fêtes. C'est un appât. Il pêche, pour voir si tu vas mordre. Pour voir si peut-être assez de temps a passé pour que tu aies oublié pourquoi tu es parti en premier lieu. Mais voilà le truc. Je n'avais pas oublié. Au contraire, la distance m'avait donné une perspective sur à quel point toute cette situation avait été toxique. Vivre sans demande constante d'argent m'avait montré ce qu'était réellement la sécurité financière. Dormir toute la nuit sans m'inquiéter de la crise de qui me réveillerait ensuite m'avait rappelé ce que la paix était censée être. Avoir des conversations qui n'étaient pas des demandes à peine voilées d'aide financière m'avait aidé à me souvenir de ce à quoi ressemblait une véritable connexion humaine. La dernière tentative était venue la semaine dernière, livrée par la thérapeute de Clara, de toutes les personnes. Apparemment, Clara avait vu quelqu'un pour surmonter le traumatisme de la fin de son mariage car être coupé du compte en banque de quelqu'un d'autre était apparemment traumatisant maintenant et la thérapeute avait suggéré que tourner la page pourrait être utile pour nous deux. La thérapeute m'avait appelé directement, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Les limites professionnelles ne sont pas vraiment si flexibles, et les thérapeutes n'appellent généralement pas à froid les conjoints séparés de leurs patients pour suggérer des séances de réunification familiale. Mais apparemment, Clara avait peint un tableau si convaincant de notre mariage s'effondrant à cause de ma crise de santé et de mon
traumatismes non traités, que cette femme croyait sincèrement qu'elle aidait. Je comprends que vous ayez traversé une période difficile, avait dit la thérapeute, sa voix portant ce mélange particulier d'inquiétude professionnelle et de jugement personnel qui ne vient que lorsqu'on n'a qu'un côté d'une histoire très compliquée. Clara a travaillé très dur pour comprendre son rôle dans la rupture de votre relation. Et elle a fait des progrès significatifs en thérapie. Elle espère que vous pourriez être disposé à participer à une séance commune pour œuvrer à la guérison et pour tourner la page. Guérison et tourner la page, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit, guérison, comme s'asseoir dans une pièce avec quelqu'un qui a passé des années à vous exploiter financièrement pendant qu'une thérapeute qui n'a entendu que leur version des événements essaie de faciliter une réconciliation qui se terminerait inévitablement par moi signant à nouveau des chèques. J'avais poliment décliné, expliquant que j'avais trouvé ma paix dans les montagnes et que je n'avais pas besoin de guérison supplémentaire au-delà de celle qui venait du fait de ne pas être traité comme une carte de crédit humaine. La thérapeute avait semblé sincèrement surprise, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne voudrais pas réparer une relation avec quelqu'un qui avait essayé de me faire déclarer mentalement incompétent. Mais c'est la beauté de la paix. Une fois que vous l'avez réellement expérimenté, il devient assez facile de reconnaître toutes les choses qui la menacent. Et la famille de Clara, avec ses urgences fabriquées, son amour conditionnel et ses compétences de manipulation de niveau expert, représentait l'exact opposé de tout ce que je m'étais construit dans ces montagnes. Alors, j'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter. J'ai jeté les cartes sans les lire. J'ai bloqué les numéros, les emails et les comptes de réseaux sociaux. Et quand de nouveaux sont apparus, je les ai bloqués aussi. Parce que voici ce que j'avais appris en 6 mois de paix réelle, on ne négocie pas avec des terroristes émotionnels. On ne s'engage pas avec des gens qui confondent amour et exploitation. Et on ne se sent certainement pas coupable de protéger la vie qu'on s'est construite contre des gens qui veulent la démolir pour leur propre profit. Ils pouvaient garder leur histoire. Ils pouvaient raconter à quiconque voudrait l'entendre l'histoire du mari sans cœur qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Ils pouvaient jouer les victimes jusqu'à la fin des temps, postant leurs récits de malheur soigneusement élaborés sur les réseaux sociaux et recueillant la sympathie de gens qui ne connaissaient pas toute la vérité. J'avais quelque chose de mieux que leur histoire. J'avais la vérité. Et la vérité m'avait apporté la paix. Et la paix, il s'est avéré, valait plus que d'être aimé par des gens qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile.